spectacle Mémoire de Valdemar 39-45 en texte et en chanson. C'est un spectacle qui est une création unique, puisqu'il a été spécialement pensé en lien avec l'exposition du même nom que vous avez peut-être déjà découverte. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire. Et qui donc a été pensé comme un prolongement de l'exposition. L'idée, elle a germé il y a une année environ. Nous avons eu la chance de trouver une partenaire formidable en la personne de Muriel Bezin-Fréché. Je ne sais pas où elle a disparu. Elle est quelque part. Voilà. Muriel, elle est chef de chœur. Elle a une chorale dans la commune de Vaumilieu en Isère, mais c'est une enfant du pays. Et donc on lui a proposé le projet donc, avec sa chorale Les Suzannes. Et je dois dire qu'elle s'est immédiatement approprié le projet et l'a complètement développé avec ses choristes. Donc ce soir, c'est en musique et en chanson que nous voulons célébrer le courage, l'abnégation, l'esprit de résistance, la solidarité et le refus de la haine de l'autre de nos anciens. Nous ne devons pas l'oublier. Avant de laisser la place aux artistes, je voudrais également souhaiter la bienvenue à Madame Marie Pochon, députée de la 3e circonscription de la Drôme, qui a favorablement répondu à notre invitation. Nous l'en remercions. Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue, ça devait être une surprise, donc à M. Dominique Berger, maire de Vaumilieu, qui a fait le déplacement exprès. Donc voilà, déjà, on est vraiment touchés, je pense Muriel aussi, par le succès de cette initiative. Vous êtes très nombreux pour le démontrer, donc on est vraiment heureux de voir ça. Donc à l'issue du spectacle, nous vous proposons de nous retrouver dans la cour de l'école. Hein, c'est juste quand vous sortez du temple, si vous allez descendre dans la cour de l'école, c'est juste plus loin à droite. Pour un apéritif convivial, nous pourrons échanger et nous connaître un peu mieux, qui est offert par les amis de la Drôme. Un dernier point vraiment logistique, je vous demande de bien vouloir laisser les allées le long des murs libres, parce que nos choristes, c'est bon? Voilà. Bon, mais je vous remercie, je vous souhaite un bon spectacle. Simplement en vision, il y en a 83 là. Simplement en vision. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, les forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance.
Val-d'Aune dans le Lillois. Très tôt, elle s'engage dans la résistance et rejoint le réseau Action à Lyon. Le centre d'opération de parachutage et d'atterrissage COPA est créé en avril 1943. Les responsables du centre d'opération sont démasqués et remplacés par 3 nouveaux agents parachutés, dont Bruno, responsable pour Lyon et Marseille. Le COPA est chargé de l'organisation des opérations d'atterrissage pour le transfert des personnalités entre la Grande-Bretagne et la France et le parachutage pour réceptionner les armes et les fonds destinés à la résistance. Il s'appuie notamment sur le réseau Action. Denise Marin fait partie de ce réseau et en assure une partie du secrétariat. Elle a adopté comme pseudonyme le nom de son compagnon Rouget. Jean Moulin, pour réorganiser l'armée secrète, organise le 21 juin une réunion à Caluire dans la banlieue lyonnaise. Sont convoqués André Lassagne, Raymond Aubrac, le lieutenant Aubry, le colonel Lacaze, le lieutenant-colonel Schwarzfeld et Bruno Lara. À 15h10, la Gestapo, conduite par Klaus Barbie, fait irruption dans la salle et arrête violemment les participants qui sont transférés dans les locaux de la Gestapo rue Berthelot, où les tortures se poursuivent. Le lendemain, 22 juin, la Gestapo perquisitionne les bureaux du COPA et arrête l'adjoint de Bruno Lara, Jean-Marie Gilles, et 2 des secrétaires pour Denise Marin. Denise Marin est transférée à la prison de Fresnes, dans la région parisienne, où elle reste 14 mois, subissant de multiples interrogatoires. Pendant ce séjour, elle donne naissance à sa fille, Danielle Rouget. Antoine Rouget, le père de l'enfant, apprenant cette naissance, organise une opération pour enlever le bébé dans une valise, grâce notamment à la complicité d'une infirmière résistante. Denise est ensuite déportée au camp de concentration pour femmes de Ravensbrück par un des derniers convois qui quitte la France le 15 août 1944, quelques jours avant la libération de Paris. Avec le matricule 57 596, elle est affectée au commando d'extermination de Königsberg-Neumark, où elle est incorporée dans les équipes chargées de la création et de l'entretien des pistes d'atterrissage de la Luftwaffe. Elle sauve la vie de plusieurs camarades dans un état de santé dramatique. Les femmes sont libérées par l'armée soviétique le 5 février 1945. Soignée par les médecins de l'armée rouge dans l'état-major du maréchal Koniev, Denise rejoint la France en mai 1945. Elle reprend, après la guerre, un poste d'agent du Trésor public à Valence jusqu'à sa retraite. 14 tournoises, dont les 7 infirmières de la Lire, sont parmi les 500 françaises qui sont affectées aux usines de munitions de Torbeau. Le 4 septembre 1944, elles partent dans les habituels wagons à bestiaux, entassés à coups de cravache, de pied, de schlag. Dès que le train roule, elles entonnent la victoire en chantant. Après le passage de la nuit suivante à Berlin, c'est l'arrivée. La marche, sous la garde des soldats de la Wehrmacht, assez complaisant pour les laisser manger des pissenlits au bord de la route, jusqu'à l'usine dans la forêt, entourée de barbelés. Mais leurs tentatives de révolte et de sabotage sont vaines. Quelques jours après, la moitié du groupe des Irréductibles revenait à Ravensbrück. 10 jours de représailles, 10 jours d'enfer. Les femmes de ce groupe sont ensuite transférées au Petit Königsberg, commando disciplinaire de Ravensbrück. Entassées dans une sorte de salle des fêtes, où elles mouraient les unes après les autres. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes en deuil. Je chante leur
unis jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes tristes. Je chante leur douleur, qu'elles perdent de mère ou perdent de fils. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes gagnantes, à la gloire des femmes en or, unies jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes pliées. Je chante leur bravoure, elles qui portent sans jamais plier. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes coriaces, à la gloire des femmes trésors, unies jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes fragiles. Je chante la peine de ces colosses au pied d'argile. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes en pleurs, à la gloire des femmes que j'honore, et ce jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes en deuil. Je chante leur courage du don de vie jusqu'au cercueil. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes dignes, à la gloire des femmes sauvores, unies jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes dignes, à la gloire des femmes sauvores, unies jusque devant la mort. Lettre de Marcel Proust, jeudi 30 mai 1940. Ma chère maman et tous, je profite d'un moment de calme pour vous dire que je suis en excellente santé et que je pense bien à vous. J'imagine que Robert étant resté à Romans, c'est surtout moi qui vous inquiète, depuis que vous savez que nous participons à la bataille, par Léopold Boyer, moins discret que moi, et qui a moins de raison de l'être d'ailleurs, puisqu'il est dans un service de l'arrière. Vous savez à peu près où nous sommes. Voilà 10 jours que nous tenons un secteur qui fut illustré par de durs combats pendant notre guerre. Il semble depuis quelques jours que l'ennemi se montre moins agressif et les fusillades et les tirs d'artillerie sont moins fréquents. Au moment où je vous parle, sauf quelques coups de canon assez lointains, on pourrait presque se croire par un tranquille après-midi de mai et de paix. Mais il y a la carrière et les soldats qui s'agitent par-ci, par-là. Et on sent cette atmosphère toujours un peu lourde et inquiétante. Nous n'avons pas de nouvelles. Ne savons guère ce qui se passe ailleurs. Ici, ça tient et de mieux en mieux. Et la confiance augmente chaque jour. Lettre adressée à la mère de Marcel Proust le 16 octobre 1947 par Didier Fortunet, avocat au barreau d'Avignon. Très chère madame, je vous dois beaucoup d'excuses pour avoir tant tardé à répondre à votre lettre, mais celle-ci a réveillé en moi une telle quantité de souvenirs d'une richesse extraordinaire que j'ai voulu prendre le temps de les revivre religieusement avant de vous les livrer. Permettez-moi, chère madame, de m'incliner très respectueusement devant cette douleur toujours aussi vive et à laquelle je m'associe du plus profond de mon âme. J'avais pour votre fils, dont j'étais le subordonné, une estime sans aucune restriction et très vite, nos rapports devinrent tout à fait amicaux et cordiaux. La défaillance de notre commandement de compagnie au moment de l'attaque allemande sur Sedan lui valut à notre départ du Jura de prendre le commandement de la 6e compagnie, moi-même héritant de son commandement à la 4e section. Ce fut alors la bataille de l'Ailette et le repli sur l'Aisne. Un moment séparés par 2 missions dans un secteur différent, nous ne nous sommes plus quittés. Sur les bords de l'Aisne, je le voyais harassé de fatigue. À cet endroit, après un grand bombardement, il vint me rendre visite et me fit part de sa lassitude. Il prétendit même, à mon grand étonnement, qu'il était marqué par le sort. Je pris cette conversation avec le sourire et je fus surpris de le voir se fâcher un peu en me montrant l'épaulette de sa capote traversée par une balle. « Ne penses-tu pas que c'est un signe ?» me dit-il. L'après-midi, nous effectuions un repli pénible et je le vois s'approcher de moi. « J'ai encore été marqué, me dit-il.
Un éclat d'obus est venu mourir sur ma moltière et m'a fait un énorme nœud. Tout le monde a un moral excellent, malgré les quelques inévitables coups durs survenus. La compagnie a eu en partage à défendre un coin qui s'est trouvé par trop agité. Des compagnies voisines ont souffert davantage. J'ai reçu une lettre de Robert aujourd'hui. J'ai besoin de bonnes nouvelles de vous tous et de Vivette, et rien, présentement, ne peut me rendre plus heureux. Le 8 juin 1940, nous arrivions à Jonchery-sur-Vesle, et les restes de notre compagnie héritaient de la triste mission de faire remonter une division qui désertait. Nous étions là tous les deux, avec une poignée d'hommes et le lieutenant Pelou, un de ses bons amis. À 2 heures, nous reçûmes l'ordre de défendre Jonchery avec tous les éléments qui s'y trouvaient, pendant que les unités constituées se repliaient. Vers les 3 heures, avec Pelou et votre fils, nous nous étions portés en avant du pont pour voir par devant notre dispositif. Votre fils avait sa bicyclette à la main, une jambe passée sur le cadre, et nous dissertions tous les trois. Quand soudain, quelques sales cars débouchèrent du tournant. Reconnaissant les Allemands, je criai à nos hommes de tirer. Pont toujours calme me dit « Mais tu t'affoles maintenant ?» Ce furent ses dernières paroles audibles. Il tombait dans mes bras. Aidés de Pelou, nous le traînâmes dans nos lignes pendant 200 mètres sous la plate-forme. Je m'aperçus qu'il était touché à mort, et tous nos efforts furent vains. Ne vous inquiétez pas si vous restez parfois quelques jours sans lettres. Le service postal n'est pas toujours très facile. Et il est des jours où je ne peux guère écrire. Vous savez combien je pense à vous et je vous aime. Votre Marcel. Ciao, bella, ciao, 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 una mattina.
Témoignage de Marcel Gros. Le 6 juin 1944, je dois rentrer ce jour-là au lycée Émile Loubet à Valence, où je suis interne en tant qu'élève maître. Depuis quelque temps, on entend parler de déraillements de train dans la vallée et de combats entre Allemands et maquisards. Je monte au village, où certains ont des postes de radio pour avoir des nouvelles récentes. J'apprends que le débarquement tant attendu vient de se produire. Quel bonheur pour nous les occupés! Je décide aussitôt de rester à la maison, prévoyant des déplacements bien problématiques. On entend parler d'incendies de village, de rafles de jeunes. Les Allemands veulent se venger des pertes subies. Nous sommes nombreux, garçons adolescents de l'époque, à aller passer la nuit dans des granges isolées de la montagne. À Saint-Martin, notre vieille maison est encore debout, avec même, quel luxe, un antique poêle à bois utilisable. Naturellement, on couche sur la paille ou le foin en emportant chaque fois une couverture dans un sac tyrolien. Le matin, chacun retourne à ses occupations. Une après-midi, arrivent, venant des Hautes-Alpes, les camions des FFI, avec leurs armes et 2 canons de 37 mm pris aux Allemands au cours d'un combat. Ils stationnent au carrefour de la bascule. Ensuite, pensant à juste titre que les Allemands vont les poursuivre pour récupérer leurs canons, ils se dispersent dans les montagnes vadromoises après avoir camouflé leur butin et fait disparaître les traces de leur passage. Le lendemain matin, je garde le troupeau de brebis à pied nus et je vois arriver vers le cimetière des véhicules militaires allemands, automitrailleuses, motos, voitures. Le village est occupé aussitôt. Je vois, au-dessus des rousses, des gens qui se sauvent dans la montagne. Il n'est pas question que je rentre à la maison, sachant que souvent, des étages sont pris et fusillés. J'emmène le troupeau que j'enferme dans une vieille bergerie. Quant à moi, je grimpe au cerf de pieds nus et j'observe ce qui se passe. Les Allemands circulent un peu sur les routes dans toutes les directions, sans quitter les routes et les chemins, peu rassurés certainement. Dans l'après-midi, je change d'endroit dans le but de me ravitailler. Je décide de rejoindre mon oncle et ma tante à Chanel. J'y arrive en fin de journée. Beaucoup d'autres vadromois sont venus se réfugier ici. La nuit venue, quelques-uns décident de redescendre à Vadrum pour voir si les Allemands y sont toujours. Les Allemands sont partis. Nous pouvons rentrer chez nous. Les Allemands n'avaient rien trouvé dans leur recherche. Il se peut aussi qu'ils n'aient pas trop insisté, se sentant entourés de résistants armés. Ils avaient été assez corrects dans leur feu. À la maison, ils avaient découvert un sac tyrolien avec la couverture. Ma mère avait réussi à leur expliquer que c'était pour le berger. Demandant des nouvelles de leur canon, ils se faisaient offrir parfois un canon de vin. Le pays n'avait donc pas eu à souffrir de cette occupation d'une journée. Si la complicité des habitants avait été
Témoignage de René, qui fut un sympathisant de Jean Chancel et de Louis Aragon. René est né à Val-d'Rôme. En 1942, il a commencé à avoir des contacts avec la résistance. Il participait à des réunions chez Jean Chancel à la pharmacie. Il témoigne. Un jour, Maurice Finiel me dit « Je vais te présenter Louis Aragon, qui a pour nom de code Andrieux. » Il arrive, se présente en tant que responsable au comité national des écrivains en zone sud. Il m'a longuement parlé et termine par « Voilà, si vous acceptez, j'ai besoin d'un correspondant de guerre pour prendre contact avec des collègues dans la région. Je vous dirai quand et où vous devez aller. » Quand Aragon m'a confié des missions, il m'a envoyé à Dieulefit plusieurs fois. J'y ai rencontré des résistants, dont André Violis. Les messages étaient glissés dans le tube de mon vélo. À part Finiel, personne ne savait où j'allais. La première fois que je suis allée à Dieulefit, j'ai couché à Chabrillon. C'était le 1er juillet 1944. Soult avait été bombardé, ça flambait de partout. Plus tard, Aragon veut renforcer les liens avec les amis du Diois pour savoir ce qui s'y passe pour notre journal, la Drôme en ligne. À Cré, mon oncle, qui avait des contacts avec la FTP, m'emmène dans un bistrot pour obtenir un laissez-passer. Je suis montée à Val-d'Rôme, où je suis restée plusieurs jours pour collecter des documents du côté du bois de la Sarcina. Avant d'arriver à Pont-de-Car, au-dessus de la montagne de Solor, au-dessus de Barnave, j'ai vu des avions avec des planeurs allemands. J'ai vite fait demi-tour pour ne pas me faire prendre avec tous les noms que j'avais notés. J'ai dû rester 3 semaines à Val-d'Rôme, car les Allemands fouillaient toutes les maisons à la recherche d'un petit canon que les résistants leur avaient volé à Montclus, à côté de Serres. Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà que cela passe 8 ans. Vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'a prononcé mon nom sans difficile. Il cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les morts de matin en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement: bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je me sens en mort pour le peuple allemand. Adieu la peine et le plaisir.
nature est belle et quel cœur de femme. La justice viendra dans le pas triomphant. Ma Mélinéon, mon amour, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils arrivent. 23 qui donnaient leur cœur avant le sang. 23 étrangers et nos frères pourtant. 23 amoureux de vivre à en mourir. 23 qui criaient la France en s'abattant. Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter. Chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage. La femme doit la vie aux policiers de Nancy, à ceux qui nous ont sauvés, qui ont brisé la tragédie. Je m'appelle Suzanne, née en 36, avant d'un fille de Saja et Marthe, d'un père d'ici, d'une mère d'ailleurs. 19 juillet 42, tout a basculé, mais les policiers nous ont prévenus, ont tout changé. On s'est caché quelques jours, 7 dans une pièce, silencieux, angoissés, sous la menace, sous la détresse. Ma mère, mes frères, mes parents, moi la plus petite, 6 ans à peine, coincés dans la nuit, la peur qui nous invite. Voici Moral Italie, une entreprise nous aidait, on s'est préparé à fuir vers la zone libérée. Les hommes d'abord, déguisés en travailleurs, puis ma mère et nous, sous faux papier, dans la terreur. Le Jura, Arbois, la ligne de démarcation, à travers bois, dans l'ennui, c'était ça, ou mourir. Juché sur les épaules du passeur, ne pas pleurer, ne pas parler. C'était ça la peur. Plus tard, on a appris qu'il a été capturé, fusillé, mais on a continué, on a résisté, on a survécu, on a traversé. Arrivé à Lons-le-Saunier, arrêté par les gendarmes, assigné à résidence dans une école loin des arbres. Puis on a fugué, échappé encore pour 10. Là, on a trouvé un peu de paix, un peu de répit. Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter. Chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix
chez l'arabe de mon père un soir, c'était une scène. Un épisode peu banal, un acte de courage. Je veux rendre hommage à ma mère qui a pris en main le courage. Elle est allée voir le sous-préfet, direct sans hésiter. Il était en réception, elle a dû attendre d'en parler. Elle l'a supplié, elle a demandé de libérer son mari. Lui, incarcéré à la gendarmerie, la peur dans son esprit. Le sous-préfet a téléphoné, il a agi vite. Et mon père a été relâché, c'était un vrai défi. Plus tard, on a su qu'il faisait partie de la résistance à un geste discret, mais rempli tellement d'importance. Mon père s'est caché, s'est égaré à l'infidèle, un s'en sortir, tout dans le secret. Mais 49 juifs ont été arrêtés, rassemblés à Valence dans l'attente d'un pouvoir, une situation pleine de violence. Avec l'aide du sous-préfet, ma mère a pris la route pour libérer ceux qui étaient là. Sous une menace, le commandant italien a dit quand nous sommes là, vous craignez rien. Il a donné l'ordre de libérer les prisonniers, un acte si humain. Ma mère a inventé son geste, son courage. Elle l'a fait sans jamais chercher le fanfare. Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter, chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage. Après le départ des Italiens, les Allemands arrivent. Il n'y a plus de zone de libre, la terreur est là, tout se ravive. Ils occupent dit, la ville devient dangereuse. Grave répression, la vie est précieuse. Les maquis de la Drôme du Vercors, ils persistent. La région tivoise devient roulieux, ils persistent. Mon oncle Henri a rejoint le maquis, ma mère prend une décision pour me protéger. On fuit. Avec l'aide du réseau de la résistance, du médecin, du pasteur, mon frère et moi à Val-d'Or, on trouve un refuge, un peu de chaleur. Un petit village, Chanel Palpan, son mari en Allemagne, elle nous cache, elle nous garde. Les eaux dont ses parents, ces gens admirables, nous ont protégés au péril de leur vie, c'était remarquable. Mon frère Gaston chez Madame Chagnard et mon frère Lucien à Crène dans un couvent, à l'abri du regard. Un jour de juillet 44, les Allemands arrivent à la recherche de terroristes, leur présence est dérivée. Chaque maison fouillée, c'est où je suis, une scène gravée, un souvenir qui ne m'a jamais fui. Que serait-il advenu si ces soldats avaient trouvé les armes cachées du maquis si tout avait basculé? On aurait pu subir le sort du village natif, version la chapelle en Vercors, massacré tous les trucs. Les habitants de Die avec les maquisards ont tenté de libérer, mais les Allemands sont revenus, la répression a explosé, otages, fusillades, la ville a saigné, des résistances, fusillés, des armes qui sont tombées. Léon Livage, qui nous avait aidés à Die, aujourd'hui son nom est là, dans les rues, un souvenir qui vit. Après le débarquement, les Alliés ont libéré et mon oncle Henri a combattu pour l'Alsace, pour la liberté. Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter, chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage. Lettre à Célina Lagier. Chère pauvre grand-mère, permettez-moi de vous appeler ainsi car après avoir pris connaissance de votre lettre, j'en ai compris le sens. C'est maintenant que je suis heureux, car je vais une fois encore pouvoir tenir ma promesse faite envers les malheureux camarades que j'ai quittés. J'ai été fait prisonnier le 17 mai 40, après de rudes étapes, accablé de fatigue et de faim, avec des endurances physiques et morales comme tant d'autres prisonniers. Nous sommes parvenus dans un camp d'Allemagne qui en hébergeait déjà des milliers. J'y suis resté plus d'un mois, endurant toutes les souffrances que je ne puis vous dire. Ernest y est arrivé bien plus tard que moi. Je fis sa connaissance. En effet, nous avons travaillé 10 mois ensemble dans un petit village à 24 km de Leipzig. Ernest me parlait de vous, de sa petite famille, de son pays. J'aimais l'entendre parler, j'aimais l'écouter. Combien de fois avons-nous parlé ainsi? Chacun parlait de la France, de son pays, de ceux qu'il aimait, en se demandant bien souvent quand reverrons-nous tout cela? Quand les reverrons-nous? Au mois d'août 40, je me suis mise à parler d'évasion. Quelques-uns me traitaient de fou. C'était impossible, il y avait une trop grande distance, plus de 1000 km. Ernest m'écoutait volontiers, mais il voulait attendre encore.
Un autre camarade du Mont de Vallée me consultait, il a envie de partir avec moi afin de tenter notre chance. Ernest nous demanda très souvent des renseignements que nous lui fournissions de bon cœur. Pendant des mois, nous ne parlions, Vallée et moi, que de s'évader. Un hiver passa, très dur pour nous. Puis j'appris que Vallée s'était évadé. Alors le mois d'octobre 41 arriva, je n'hésitais plus. Le 12 octobre, je m'évadais seule. 10 jours de prison et on me ramena au camp à Altenburg. Je ne fus pas punie à l'arrivée au camp. Le lendemain, je rencontrai Ernest dans le camp même. Il s'était battu avec un gardien et on l'avait ramené lui aussi au camp. Vallée fut rattrapée aussi, sans plus de sanctions. Un second hiver passa, je n'en pouvais plus. Et le 13 février, cette année, je risquais ma seconde évasion. Au bonheur, le 14 février, j'étais à Paris, je revis ma femme qui en tomba malade de joie. Puis, le 12 mars suivant, je passais la ligne de démarcation. Maintenant, je suis redevenue civile. J'ai rencontré ce mois mon camarade Vallée, qui lui aussi s'est évadé pour la 3e fois, et il a également réussi. Je l'ai rencontré à Toulouse. Alors prenez espoir, grand-mère, le destin fait bien les choses. En tout cas, lorsque vous écrirez à Ernest, écrivez-lui ceci. Vallée a battu Maresco à l'arrivée dans la course de longue distance, mais ils se sont quand même classés tous les deux et se sont rencontrés dernièrement à Toulouse. Ils te souhaitent le bonjour ainsi qu'à leur ancien camarade. Ne lui écrivez que ce qui est souligné, il comprendra et sera heureux. Je suis vraiment peinée qu'à votre âge vous soyez obligés de tout faire et je trouve qu'on devrait libérer votre Ernest. Ce serait une action juste. Édouard, Maurice, Henriette, Moïse, André, Simone,
Charles, Simon, Marcel, Armand, Pierre, Raymond, Robert, Gunther, Odette, Kurt, Werner, Bert, René, Victorin, Ruth, Jean, Abel, Francine, Julien, Michel, Marie, Léon, Joseph, Madeleine, Jean-Michel, Henri, Denise, Roger, Fernand, Jeanne, Albert, Gustave, Nicole, Élie, Étienne, Gabriel, Jacqueline, Aimé, Paul, Chloé. Témoignage de Marcel Mas, banquier de la Victoire. Les tables ont envahi la place du Fossé d'un canton à l'autre. Combien de convives en cette soirée printanière? Des dizaines et des dizaines. Comment Madame Mas, chargée du banquet avec des aides, a-t-elle pu se ravitailler? 7
Des agneaux ont dû être sacrifiés pour ce rendez-vous historique. Mais comment parvenir à un menu complet, équilibré et festif quand toute la nourriture fait défaut, à commencer par le pain? L'heure n'est pas aux questions. Libre cours est donné à la joie collective. Les chanteurs se succèdent après être parvenus sur le petit perron face à l'assemblée. Il y a du thym, de la bruyère et des bois de pin. Rien de bien malin. Il y a des ruisseaux, des clairières
dehors, donc on en profite, on discute, et puis on échange, et on continue de résister, hein, très fort.